Bonjour, aujourd'hui nous recevons Bruno Bartocchetti. Bien prononcé, bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés par La Glorieuse depuis 6 ans, tous les mardis. Voilà, nous avions reçu il y a 5 ans. Ouais, je me souviens très Le bien. temps passe vite. Très vite, ouais, ouais, parce que c'est long, 5 ans. Moi, je suis bien ici quand je m'y retrouve. C'est gentil. Donc le contexte, on va parler de police. Vous êtes le boss de la police, des émeutes, de justice. C'est un sujet sensible. Je suis le boss de syndicat Oui, de du poli. syndicat. Alors j'ai dit syndicat Unité Unité SGP. SGP, PACA, Occitanie, Corse. Ouais, une grande zone, oui. Une grande zone où on retrouve beaucoup de difficultés finalement liées. En- Marseille reste un endroit, par exemple, très sensible en matière de stupes, mais on retrouve, je prends l'exemple des stupes, on retrouve ce problème dans toutes les circonscriptions de la zone sud, et d'ailleurs. Même le monde rural est touché. Donc voilà, aujourd'hui, je suis quand même Le très mode heureux de rural. parler de Montpellier et Ce de sa matin, vous région. étiez à Millau. Mhm. C'était pour une action syndicale ou c'était pour... Alors, il m'arrive d'aller à Millau pour une action syndicale, mais je rentrais de week-end. Et donc, je faisais du D'accord. télétravail par téléphone, mais il ne faudra pas le répéter aux agents. J'avais quand même le Bluetooth D'accord. dans la voiture. Donc le syndicalisme dans la police, c'est très important. Plus de 85% des policiers sont syndiqués, très corporatistes. C'est vrai. Donc vous êtes Cévenol, euh, très attaché à la région, le Gard, l'Hérault, et vous êtes passionné de politique. Je crois que la politique, oui, ça me passionne. Et d'ailleurs, peut-être je ne vais pas citer le numéro de la chaîne, mais oui, il y a une chaîne parlementaire que je trouve très très intéressante, où finalement on peut approcher la politique sans être dans une idéologie particulière. Je trouve que c'est très important, c'est ce qui nous mène, c'est ce qui peut aussi nous faire du mal. Je parle de la police, on y reviendra peut-être. C'est vrai. Mais c'est important de s'y intéresser parce que c'est la vie de notre pays comme ça, ou la vie d'une d'une ville. La politique, c'est tout, ça nous concerne vraiment. Voilà, donc avant de passer aux questions, je vais présenter le numéro 1042 de La Glorieuse. Et on fait une entrée cette semaine sur l'hebdo du jeudi, condamné par la cour d'appel à payer à son confrère le métropolitain. Euh, était condamné, donc la Gazette, déloyale et parasite. C'est le titre. Ensuite, on revient sur Montpellier, M3M, la métropole, qui externalise sa communication en Italie. Voilà. Le nouveau stade, le match entre Coralie Mention et Laurent Nicolin. Voilà, et puis quand même, on revient aussi dans un grand article là, sur l'info de la semaine, c'est le préfet qui a dit deux claques et au lit. Voilà. Est-ce que le préfet est plus politique que le maire? Vous qui vous intéressez à la politique, vous avez un avis là-dessus? On l'a pas trop entendu, le maire, par contre le préfet, il a fait 5 millions de vues sur cette séquence. Est-ce qu'ils ont le même enjeu en fonction du même sujet? Peut-être c'est différent. Moi, en tout cas, je ne suis pas le porte-parole du préfet, mais je trouve qu'il y a de l'énergie chez cet homme. Et c'est important, à un moment donné, peut-être de ne pas tourner autour du pot. Alors, Le préfet de Marseille, il est autant énergique. c'est différent, mais il y a un travail pro-police très très important à Marseille par la préfète. Ouais, effectivement. D'accord. Mais après, les mots MOT ont leur importance. Et comme le dit notre préfet de Montpellier, de temps en temps, c'est justement, voilà, ça peut justement on est, ouvrir certaines portes qui sont fermées par les clés du tabou. Et je pense que c'est intéressant. Ça ne remet pas en cause, en tout cas, son esprit républicain, je pense. Voilà. Alors, quel est votre regard là, sur ces émeutes là, qui ont surpris tout le monde la semaine dernière? Euh, voilà. Les quartiers parlent de meurtre, la police parle de légitime défense, enfin, et puis tous ces magasins, toutes ces boutiques qui ont été pillées. Donc Montpellier a été un peu épargné, il y a eu 5-6 boutiques qui ont été épargnées, mais Marseille, ça a été la cata. Marseille, ça a été un prétexte quand on parle d'émeutes et de violences urbaines. D'abord,
Combien de boutiques à À Marseille? peu près 500. C'est des chiffres officiels, hein. Je ne veux pas grossir, je ne vais pas doubler des chiffres pour le Ouais. plaisir, hein. C'est entre 450 et 500 boutiques qui ont été cassées. Donc quand à un moment donné on a affaire à des pilleurs, à des casseurs, on est bien loin de l'affaire Naël et de ce drame. On est là pour casser, pour piller. Et en face de nous, on a bien sûr des violences urbaines. Et on a aussi, parmi ces casseurs, bien des groupes de plus en plus jeunes, ça a été dit et je le confirme, qui s'en prennent violemment à la police, à des commissariats. Donc pour Marseille, c'est une première. Marseille fait parler d'elle, cette ville, par rapport au règlement de compte et au trafic de stupes. C'est énorme déjà. On parle de Marseille essentiellement sur ce phénomène-là. Mais lorsqu'il s'agit de violences urbaines, c'est rare. Marseille est très étendue, c'est 2 fois et demi Paris. Il n'y a pas de franche banlieue. On n'a pas les mêmes problèmes qu'à Paris, à Lyon, ou à Toulouse d'ailleurs, hein. On n'a pas les mêmes problèmes. Sauf cette fois-ci. Parce que là, on n'était pas dans les violences, on était dans le vol. Et ces groupes étaient finalement assez organisés. Le premier soir, on a été un petit peu déstabilisés par manque d'effectifs. Parce qu'on insiste bien sur ce manque d'effectifs, même si sous le gouvernement Macron on a recruté, on en avait perdu quand même beaucoup des effectifs dans la police nationale et dans la gendarmerie. Et donc, pour revenir à flot, il va falloir du temps. Et quand on va chercher, c'est la première fois sur les plages du littoral français, les CRS maîtres nageurs, près de 300 CRS maîtres nageurs, on les a fait rentrer en compagnie pour affronter ces casseurs, ces pilleurs. Ça prouve bien qu'on a un manque d'effectifs et surtout ça déstabilise aussi la sécurité dans notre pays parce que tout était concentré sur ces émeutes-là. Donc, si Montpellier a été épargné au niveau du pillage des boutiques, qu'est-ce qu'il en est de Toulouse? C'est vrai que sur la zone Toulouse, ça a été très violent dès le premier soir. Deuxième soir, ça a été Vous avez un chiffre pour le nombre de boutiques? le nombre de boutiques à Toulouse. Non, je dis bien c'est surtout Montpellier, c'est surtout Marseille hein, où on a eu des boutiques cassées. Mais même à Nîmes, même à Toulouse, c'est surtout des violences qu'on a eu, pas tellement des boutiques, même s'il y en a eu quelques-unes de cassées. Ça a été très très violent. Tout est prétexte à la violence. Puis écoutez, de toute façon, ici on peut se dire les choses librement. Quand vous avez l'exécutif qui condamne un policier, qui explique que c'est inexcusable, intolérable, lorsque l'exécutif condamne avant même qu'un policier soit jugé, eh bien écoutez, je ne dis pas que ça déclenche des émeutes, mais ça les rassure de continuer. C'est ce qui s'est passé. Donc pour revenir à notre ville de Montpellier, c'est vrai qu'elle a été épargnée. Est-ce que la politique de la ville à Montpellier est meilleure qu'ailleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup plus douce que Marseille, c'est clair. Aujourd'hui, vous semblez un peu pris dans les taux politiques. Eh oui, on est là-dedans, c'est-à-dire que, vous voyez, je m'intéresse beaucoup à la politique, comme vous le dites, mais je m'y intéresse parce que je sais que mes collègues, eux, en souffrent. En souffrent parce que tout devient priorité pour les policiers. Les violences faites aux femmes, c'est une priorité. Les rodéos urbains, ça devient une priorité. Les stupes, c'est une priorité. Les violences urbaines, ça reste une priorité. Et en fait, la priorité, c'est que le policier, il doit répondre à toutes ces attentes politiques à l'instant T. Et on en souffre beaucoup parce que, en fonction on va dire, de l'orientation politique, il va falloir répondre à ces attentes-là. Et, euh, et vraiment, je crois qu'on ne regarde pas les conditions de travail des policiers. Les conditions de travail des policiers, ce sont pas le fait d'avoir du matériel ou la clim dans une voiture. Conditions de travail, c'est d'être rappelé sur ses jours de repos en permanence. C'est de travailler 10-12 heures par jour. C'est de ne pas avoir de congé. C'est d'enregistrer beaucoup plus de dépression dans la police nationale qu'ailleurs. Beaucoup plus de divorces. On parle, par moment, on parle un peu plus que d'autres de suicide dans la police. C'est qu'il y a une grande souffrance. C'est pas le seul métier, hein. Je représente la police, mais je sais que c'est difficile. De toute façon, tout le service public est en difficulté. Les infirmiers sont en difficulté, les enseignants, la police, tout le service public. Et on est malmené en France dans le service public et notamment dans la police. Alors vous dites que l'exécutif l'a condamné avant la justice. Donc le président a mis un peu le feu aux poudres, mais le ministre de l'Intérieur, il vous a soutenu quand même. Oui, le ministre nous a soutenus, mais c'est son rôle aussi de nous soutenir. Il nous a soutenus, bien sûr. C'est son rôle. Ce que je crois, il est important aussi, c'est de retenir, peut-être, alors inversement, je ne vais pas, du coup,
avoir un regard sur le ministère de la Justice. Vous voyez, on se pose des questions. Est-ce que pour la paix sociale, on ne maintient pas notre collègue en détention provisoire? Je m'interroge. Vous voyez. Donc, bien sûr que notre ministre nous a soutenus, mais quand l'exécutif condamne, heureusement que notre ministre nous soutient, parce qu'il comprend pourquoi il nous soutient. J'anticipe une question. Parce que ce qui s'est passé, ça ne se limite pas à 5-6 secondes de vidéo. Si mon collègue avait une arme à la main, c'est qu'il se sentait déjà en insécurité. Et on va retenir l'action. Il faut voir dans quelle situation on se retrouve à ce moment-là. On se retrouve dans une situation avec un conducteur qui avait pris des risques, qui avait manqué de renverser déjà des piétons, qui se retrouve en face d'un policier, il continue son action. Vous savez, pour ceux qui veulent s'intéresser vraiment, c'est l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, hein, où on peut avoir notre arme à la main lorsqu'il y a un danger continu, un grave danger continu. Et on passe à côté de tout ça et on explique que c'est inacceptable, intolérable, et on condamne le policier. Ça, c'est dur dans les rangs de la police, parce que quand on a une arme à la main, c'est qu'on n'a pas envie de jouer les cow-boys, c'est qu'on se sent, il y a un stress et on se sent en insécurité pour soi-même, mais pour les autres aussi. Il n'y avait pas une autre solution que de tirer sur cette voiture qui partait parce que bon, ça semble un petit peu désespéré, une voiture qui part, on ne tire pas forcément dessus. Enfin, je pose la question. Oui, non, mais vous avez raison de la poser. Et certains vous donneront des réponses quand ils seront assis à ma place, mais parce qu'ils ne sauront pas ce que c'est que d'avoir une arme à la main. Quand on a une arme à la main, on n'a pas envie forcément de tirer. Tout va très très vite. C'est-à-dire que quand on regarde la vidéo, d'abord on la voit que sous un seul angle, mais quand on a une pression énorme depuis plusieurs minutes, quand on a une tenue de motard, un casque, et il me semble, je ne vois pas bien, que le policier est aussi pris, certainement par le rétroviseur. Quand il tire, on est dans un réflexe de sécurité. C'est-à-dire que si peut-être que j'anticipe une question que vous allez me poser, mais que beaucoup se posent, pourquoi on ne tire pas dans les jambes, pourquoi on ne tire pas dans le pneu? Mais parce qu'on est dans l'autodéfense, on n'est pas dans un stand de tir. Si on a le temps de réfléchir et de tirer sur les pneus, on n'est plus en légitime défense. La légitime défense, c'est instantané. Après, une fois que c'est fait, tout peut être monté ou démonté, mais il faut voir l'action comme elle est menée, et c'est pas aussi simple que ça. Alors voilà, on est à Montpellier, on a parlé tout à l'heure de petite dizaine de boutiques pillées à Montpellier. Il y en a 500 à Marseille. Pourquoi moins de violence à Montpellier? Pourquoi, pardon? Moins de violence. Peut-être... Alors, c'est pas en regardant les réseaux sociaux, parce que ce qui tournait en boucle sur les réseaux sociaux, on avait l'impression que c'était la révolution, parce qu'on voyait que des images tourner en boucle. Mais c'est vrai que, voilà, il y a quand même une grosse différence. En matière de pillage. Ouais, très grosse différence. Pourquoi ça va être difficile. Moi, je suis plutôt dans le constat. Vous donner une explication. Je pense qu'à Montpellier, on a peut-être d'autres moyens de s'exprimer qu'à travers ces vols. Mais enfin, même s'il fait bon vivre à Montpellier, il se passe quand même pas mal de choses. Hein. Et on a eu quand même quelques sujets graves à Montpellier. Et pourquoi il y a eu moins de violence, en tout cas moins de boutiques pillées? Marseille, ça a été un gros enjeu. Alors, c'est pas parce qu'à Marseille, il y a eu 500 boutiques pillées qu'on doit dire, bah, tiens, finalement, ça s'est bien passé à Montpellier. Non, il y a eu quand même de la casse à Montpellier. En fait, je crois qu'il faut éviter, si vous permettez, de comparer une ville à une autre. Il faut surtout comparer Montpellier, comme n'importe quelle ville, à Montpellier il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a 20 ans, on aurait la même situation à Montpellier? Pas sûr. Donc je crois que c'est ça qui est important. Parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas non plus à Marseille 500 boutiques qui se faisaient piller lors de violences urbaines qui n'existaient pas. Donc je crois que Montpellier est quand même la 7e ou 8e ville de France. Elle n'est pas épargnée par la violence, elle est de plus en plus présente. Je crois qu'il faut regarder ça dans son ensemble. Peut-être pas se limiter à 10 boutiques pillées qu'on pourrait comparer avec les 500 de Marseille. Je crois que Montpellier souffre d'une société qui est malade, comme partout en France. Même s'il fait meilleur vivre à Montpellier que dans d'autres circonscriptions. Alors avant de venir, là, j'ai regardé la vidéo qu'on avait fait ensemble en 2018, et vous me disiez, suite à l'affaire Ben Bella, qu'il faut remettre de l'ordre dans la maison républicaine. Est-ce que, aujourd'hui, quel est le constat? L'ordre a été-il remis? Alors quand on dit de l'ordre dans la maison républicaine, alors vous êtes fort parce que vous avez revu la vidéo, moi non.
je prépare mes dossiers. J'ai pas préparé cette réponse. Mais j'espère que je vais être dans la même lignée. Oui, c'est vrai qu'on peut remettre de l'ordre dans la maison républicaine parce que il y avait eu un dérapage. Mais le désordre n'est pas dans la maison police en tout cas. Même si on a des cas isolés, moi je regarde essentiellement ce qui se passe dans la maison police. Et quand on a un dérapage comme on l'avait eu effectivement à cette époque-là, eh bien, il fallait remettre de l'ordre. Je crois qu'à ce niveau, ça a été, ça a été réglé. Je pense pas qu'on ait le même problème aujourd'hui. Ce qui est important, en tout cas dans la maison police, moi je peux vous dire qu'il y a de l'ordre dans notre police. Les policiers sont... Je reviens hein, au travail... Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui alors pour que ça fonctionne mieux Je crois que ce qui compte surtout, c'est que dans notre police, ça marche, mais ça marche bien, parce on va prendre toujours des cas isolés qui ne fonctionnent pas, mais ça marche bien. On a vraiment très très peu de cas isolés où les flics se comportent mal. Par contre, ce qui nous manque, c'est beaucoup plus de considération. Or, peux rentrer dans les détails, mais je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes de notre temps, et c'est pas le but recherché. C'est-à-dire d'encourager les policiers. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a une crise de la vocation chez nos enquêteurs. Hein, chez les officiers de police judiciaire. Vous en trouvez de moins en moins, et il y en a de moins en moins qui veulent faire ce boulot-là. Et parce qu'on ne les encourage pas, parce que les dossiers sont de plus en plus lourds, parce que vous rentrez chez vous, vous avez une pression énorme. Si vous vous loupez sur une procédure, bien vous devez encore vous justifier, vous allez être même sanctionné, et vous allez être sanctionné alors qu'en face de vous, vous avez un primo-délinquant qui lui va prendre peut-être un rappel à la loi. Donc c'est asphyxiant pour un policier aujourd'hui de travailler, de se dire mais pourquoi je bosse? Même si on sait que le boulot va être respecté en interne par les collègues et par la population, parce que ceux qui ont de la considération pour nous aujourd'hui, ben, ce sont les citoyens, c'est la population qui nous considère beaucoup plus que finalement notre très haute hiérarchie, en tout cas nos politiques. Donc le préfet là, de l'Hérault a dit deux claques et au lit. Vous auriez pu dire cette phrase? J'aurais peut-être appuyé un peu plus en disant avec deux coups de pied aussi. Deux claques et deux coups de pied au cul. Ouais, deux coups de pied au cul. Ouais, bien sûr. Alors vous avez des jeunes qui sont manipulés, vous en avez d'autres qui sont coutumiers des faits, puis vous en avez certains qui se laissent aller. Alors effectivement, on ne peut pas non plus dire bah, attention, c'est la faute des parents, parce que les parents eux-mêmes sont déjà un peu perdus. Hein, donc il y a toute une éducation à refaire. Mais il faut prendre très sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, je prends une image, qu'est-ce qu'on retient? Je ne veux pas philosopher, mais qu'est-ce qu'on retient de nos profs? Qu'ils étaient sévères ou injustes? On a toujours respecté les profs justes. Ça ne les empêchait pas parfois d'être sévères. Donc aujourd'hui, notre France a le droit d'être sévère. Elle est sévère avec l'automobiliste. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de rappel à la loi. Quand vous roulez à 110 au lieu de 90, vous perdez vos 2 points. Il n'y a pas... Voilà. Ben, c'est les 2 points, c'est les 2 claques et au lit. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, à un moment donné, être sévère aussi à l'endroit de ces jeunes et moins jeunes qui cassent. Parce qu'en disant ça, on fait porter la responsabilité sur la morale et pas sur le maintien de l'ordre. Ça pose quand même un problème. Alors, oui, c'est vrai. Parce que, bon, là, on parle des jeunes qui ont en dessous de 18 ans, mais on ne parle pas des jeunes qui ont plus de 18 ans. Cela, c'est pas de claquer au lit. C'est pour ça que je dis 2 coups de pied. 2 coups de pied au lit. J'entends ce que vous dites. C'est vrai qu'on fait porter le chapeau à la morale et moins au maintien de l'ordre. Mais c'est pour cette raison que je dis aussi, on fait reposer sur les policiers toutes les erreurs qu'on a commises pendant 40 ans. Quoi. Sur les épaules des policiers, on a le poids de cette politique qui a été approximative pendant 40 ans. Alors c'est vrai qu'un préfet va se retourner, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République. Allez, je regarde les parents. Donc ça, après, on sort du contexte, mais en maintien de l'ordre. On n'est pas dans le maintien de l'ordre, dans les violences urbaines, on a en face de nous des casseurs, des voyous. Quoi. On n'a pas des manifestants autorisés et qui s'écartent du droit chemin. Le maintien de l'ordre face à des rassemblements autorisés ne dérape jamais, ou très rarement. Alors, après Charlie, vous avez été soutenu par la population de façon générale. Et puis, pourquoi la perception de la police a glissé et auprès des jeunes s'est-elle dégradée? Vous savez qu'il y a un regard comme ça sombre sur la police? C'est l'impression que j'en ai. Hein, ouais, voilà. Mais bon, voilà. Les jeunes, ils ont pas une bonne image de la police. Alors, ça dépend lesquels. Vous savez, la question que je me pose, hein, c'est qui a un regard sombre sur la police? Celui qui n'a pas envie de respecter les règles. Moi, j'ai pas le même regard. La population, vous voyez, même avec le drame qui s'est déroulé, je parle d'un drame hein, par rapport à ce jeune de 17 ans
qui est décédé il y a une semaine, 10 jours. La population, est-ce qu'aujourd'hui la population nous traite de criminels? Non. La population, elle comprend la difficulté de notre travail. Et même si je regrette qu'on ait évidemment quelqu'un enfin, c'est toujours regrettable quand il y a un décès. Mais le regard de la population sur la profession n'a pas bougé. Moi, je vous dis que la grande majorité de la population nous soutient, même avec un fait divers comme celui-ci, parce qu'elle comprend qu'on est en difficulté, parce qu'elle comprend qu'on est pris à partie. Et lorsque vous avez des jeunes qui ne vous respectent pas, vous en avez, je pense, alors, à 16-17 ans, on est quand même tous un petit peu révolutionnaires, on a tous envie de refaire le monde, donc on est un peu contre les lois, c'est presque sain. Mais de là, ne pas respecter le flic et les règles, en tout cas l'humain, ça fait de tous les jeunes n'ont pas envie de taper sur un flic, fort heureusement. Quel est votre regard sur la cagnotte? Ça dépend laquelle. Si c'est celle de cet homme politique, je ne ferai pas de commentaire, parce que la cagnotte, après tout le monde est libre d'en faire. Ce que je regrette, et ça n'a pas loupé, c'est que ça a été une récupération politique. Et ça, c'est fort dommage. Une cagnotte, en revanche, moi, j'ai participé à une cagnotte qui a existé au sein de notre profession. Là, elle était sans récupération politique. Le problème, il est là, c'est que cette cagnotte-là, ça devenait après un enjeu politique. Qui a le plus donné dans la cagnotte du jeune Naël ou du policier, vous voyez? Et c'est encore une fois, alors que la démarche va peut-être être intéressante pour la famille de ce policier, puisqu'il faut voir aussi, je parle de la famille de ce policier, la famille entière qui est menacée de mort, qui est obligée de déménager à plusieurs reprises. Eh bien, ça va être peut-être une aide intéressante. La récupération politique, ça nous dérange tous dans la profession. Et qu'est-ce qui a été spécifique dans ces émeutes par rapport à 2005 ? 2005, les casseurs s'en sont pris à des voitures, ça devenait un concours de voitures brûlées à celui qui en brûlait le plus. Là, on s'en est pris à l'humain. Quand on attaque à coups de mortier ou quand on tire, on a tiré sur un policier à Nîmes. L'ogive s'est glissé dans le gilet pare-balles. Heureusement qu'il portait le gilet pare-balles. Heureusement qu'il n'a pas pris cette balle dans la tête. Sinon, on avait un mort dans nos rangs. En 2005, on n'attaquait pas l'homme. Là, on attaque l'humain. Et donc, il est important aujourd'hui de très très vite regarder ce qui s'est passé, parce que dans 20 ans, s'il y a à nouveau des violences, elles seront encore plus importantes. Donc, il faut à un moment donné remettre de l'ordre. Et quelle est la part dans ces émeutiers des personnes qui vivent en périphérie, dans les quartiers, comme on dit, et les casseurs, les Black Blocs, les choses comme ça, ils étaient mélangés ou c'était uniquement des jeunes Alors, je prends... Ça va être... Je peux parler de Marseille, même si on est à Montpellier. Marseille, par exemple, il ne venait pas forcément des cités. Oui. Donc, ce n'était pas forcément des jeunes et moins jeunes qui venaient des cités. C'était un peu mélangé. C'était un peu mélangé, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a été assez surpris par cette jeunesse, beaucoup de jeunes. Mais pas forcément que des cités. Ensuite, je ne pense pas que... Parce que le phénomène est important. Parmi les réseaux de stupes, vous en avez dans des cités, ça les dérangeait qu'il y ait des violences. Il était temps que ça s'arrête, parce qu'ils veulent reprendre leur business tranquillement. Parce qu'on a pu lire aussi que ces émeutes étaient des règlements de compte entre la police et les réseaux de stupes. Des règlements de compte entre les réseaux, des affrontements ou des affrontements, que les réseaux stupes étaient dérangés, donc ils ont mis un peu leurs troupes sur ces émeutes. En partie. En partie ? Oui. Par endroit, alors je ne peux pas le vérifier dans toutes les circonscriptions de la zone, mais en partie, les réseaux de stupes ont participé à allumer, à éteindre le feu. J'ai dit ont participé, hein, parce que notre travail, nous l'avons fait. Et pourquoi la police est si impuissante à régler ces trafics dans les cités ? Il n'y a pas une solution, parce que là, ça va aller en empirant. Voilà, ça fait combien ? Ça fait 20-30 ans que ça dure, et voilà. Est-ce qu'il y a une solution ? Alors, une solution radicale, je ne pense pas. Je pense que la solution, elle doit intervenir sur des décennies maintenant, puisqu'on a pris 40 ans de retard sur ce sujet-là. Aujourd'hui, si vous donnez la volonté politique d'arrêter les réseaux de stupes du jour au lendemain, avec une baguette magique, vous avez le feu en France. Vous avez des bailleurs aujourd'hui qui vivent grâce
à l'argent des stupéfiants dans certaines villes. Vous avez des familles entières qui vivent grâce à ça. C'est pas une majorité quand même, hein, on est bien d'accord, mais vous avez des familles qui vivent grâce à ces réseaux de stupes. Ça rapporte beaucoup d'argent. Quand vous savez qu'une cité peut atteindre dans certaines villes de France 90 000 et 100 000 euros par jour, ça varie entre 50 000 et 90 000, hein, suivant la cité. Vous multipliez ça par 365 jours. Là, on ne paye pas en carte bleue quand on va chercher du cannabis ou de la coke, hein, on paye en espèces. Et quand vous avez des valises entières qui partent à Dubaï ou ailleurs en espèces, à qui profite le crime? Si vraiment on veut gêner aujourd'hui le dealer, parce que quand on fait tomber un point de deal, lorsqu'on met 2 ans à un dealer, c'est une chose, c'est intéressant. Mes collègues des stupes travaillent beaucoup, beaucoup. Ils ont d'excellents résultats. Mais quand on fait tomber un dealer, on ne fait pas tomber un réseau. Et si vous voulez faire mal à un moment donné à un dealer, il faut qu'il explique pourquoi il roule avec une voiture de 80 000 euros alors qu'il touche le RSA. Si on veut lui faire mal, c'est au portefeuille qu'on le fait mal. C'est certainement pas lui mettant 2 ans de prison parce que c'est le prix à payer. Vous payez vos impôts, eux ils font 2 ans de prison quand ils les font. Donc la volonté, elle doit être politique. Est-ce qu'aujourd'hui on a envie de travailler à l'international? Est-ce qu'aujourd'hui on a envie de regarder qui blanchit l'argent? C'est ça le sujet. Et le mal aussi est profond dans notre société. Vous avez de plus en plus de consommateurs. Alors il faut aussi les gêner, les consommateurs. Mais quand on gêne les consommateurs, lorsqu'on va dans les cités pour les verbaliser, puisque c'est la volonté du président de la République, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas comme ça qu'on va faire tomber les réseaux de stupes. Hein. Quand vous avez des enquêteurs aujourd'hui qui sont asphyxiés par les procédures, qui vont passer des nuits entières, des week-ends, des mois et des mois pour avoir un résultat probant, mais à côté de ce résultat, vous avez 10 réseaux de stupes qui continuent à fonctionner sans être finalement embêtés parce que la police n'a pas les moyens de le faire. Et c'est pas que la présence policière sur le terrain, c'est bien, c'est dans la procédure. Moi, je ne veux pas rentrer aussi dans un combat trop facile police-justice. Vous avez des magistrats, ils ne peuvent pas sanctionner. En prison, aujourd'hui, quand le gars fait 2 ans de prison, il a son téléphone portable et il fume son cannabis. Il attend que ça passe, il peut même commander de la prison. Je ne suis pas facho, je suis pas... Mais on le met 3 mois sur le Larzac à casser des cailloux, ça va le calmer. Mais il n'y aura pas cette volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, on a pris trop de retard, il va falloir regagner le terrain, le plan d'urbanisation, il va falloir expliquer aussi peut-être à des jeunes, je pense aux consommateurs, c'est pour ça que notre société est malade, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs, il faut expliquer que quand on se fait un rail de coke, on se met de l'ammoniac dans le nez. Qui le sait? Il y en a très peu qui le savent. Donc je ne dis pas qu'on s'en fout, mais est-ce qu'aujourd'hui la solution c'est de mettre 30 flics de plus dans les rues de Montpellier pour faire tomber les réseaux de stupes? Moi ma réponse est non, on ne gagnera jamais le combat. Il faudra juste arriver à affaiblir ce phénomène-là, mais on ne gagnera jamais. Et alors, on a parlé aussi de l'effet des réseaux sociaux Terrible. Dans ces événements. Pourquoi? Dans les violences ou dans les stupes, ou les deux? Dans les deux, oui. Ouais, dans les deux. Ben, ça va très très vite, les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de jeunes quand ils nous tendaient même des... Alors je reprends Marseille, si vous permettez, parce que c'est très très vaste, et c'est là où on a tout vu, mais on retrouvait le même schéma un peu ailleurs. Eh bien, il y avait presque des guet-apens. On nous a menés quelque part, enfin, on nous a menés, des jeunes étaient groupés quelque part pour affronter la police, et un autre groupe allait casser les magasins. Ça se fait à travers les réseaux sociaux. Tout ça, ça allait très très vite. En matière de stupes également. En matière de stupes, vous allez acheter votre cocaïne sur un réseau social. Donc le dealer, s'il est dérangé dans sa cité, c'est lui qui va se déplacer, qui va venir vers l'acheteur, parce que l'acheteur a peur d'aller dans la cité maintenant, il a peur de se faire surtout interpeller par la police, pas tellement peur de se faire agresser puisqu'il y va pour acheter. Mais quand le dealer se déplace avec son Uber shit ou son Uber coke pour aller vendre en dehors de son territoire, ben, il va déranger le territoire voisin. Ça fait partie des règlements de compte, ça aussi. Ok, donc... Bon, il y a un autre sujet aussi à Montpellier, qui est au centre des débats politiques, c'est l'insécurité. Bon, il y a une impression générale, c'est que les choses se dégradent. Ouais. C'est plus qu'une impression. Hein. Alors, bon, le maire actuel, il a mis des moyens, il y a eu un peu plus de police qui est arrivée, mais bon, les résultats sont assez décevants. Est-ce que c'est partout pareil ou... C'est difficile dans beaucoup d'endroits, ouais. Beaucoup d'endroits, c'est difficile. En fait, on a un gros problème à Montpellier, c'est les mineurs isolés. Les vrais mineurs isolés, ou ceux qui se disent mineurs et qui ne le sont pas.
c'est un sujet, c'est un gros problème. Et Et pourquoi on accueille autant de mineurs isolés à Montpellier? On a fait un camp là sur la route de Ganges. Enfin, on a fait une résidence qui a fait beaucoup de. On en a parlé, on en a beaucoup parlé. la misère est moins pénible au soleil, mais pourquoi pourquoi ils se déplacent beaucoup plus à Montpellier? En tout cas, encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui on se donne là aussi des moyens? Alors là, ça va très loin quand vous avez le mineur qu'on ne peut pas identifier, pour pas trouver sa nationalité. Il est tranquille, quoi. Il est impuni. Ça le fait sourire de se faire interpeller. Il attend de sortir pour commencer. Quels sont les moyens de déplacer le problème? En fait, c'est ça. Si on va nettoyer Montpellier, entre guillemets, bon, on va les mettre sur les extérieurs, mais on va retrouver les mêmes problèmes. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais on a ce groupe, en tout cas de mineurs isolés. Ça varie ça dépend les périodes entre 300 et 500. Après, vous avez des résultats intéressants quand même. On a une baisse de cambriolage. Vous avez la sûreté départementale de Montpellier qui a drôlement travaillé sur les cambriolages, qui a fait tomber le nombre de cambriolages. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de travailler. On leur a laissé le temps de fonctionner. C'est-à-dire que si vous attrapez un cambrioleur, un mineur isolé ou pas, si vous l'attrapez en flagrant délit, ça va être très bien. Vous allez le présenter au parquet, mais il va être relâché. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse? En revanche, si on travaille sur le temps, non pas qu'on doit le laisser cambrioler 40 villas, mais si au bout de 40 villas on fait tomber tout un réseau, là on fait mal. Tout est dans le travail d'enquête et dans la volonté, encore une fois, qu'on va se donner pour arriver à des résultats. Ce qui est important après, vous en avez parlé, c'est important, c'est le climat d'insécurité. Aujourd'hui, quand vous avez des pics sur la comédie l'été de 200 000 personnes en une journée, il faut impérativement que les citoyens ou les vacanciers se sentent en sécurité. Il faut impérativement croiser un flic, c'est pas se sentir en insécurité. Un flic municipal ou national. Parce que voilà, c'est important aussi que le flic municipal tienne son rôle là-dedans. Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Merci, franchement, je suis vraiment ravi d'avoir été invité. J'espère que vous ne regrettez pas de m'avoir fait venir. Moi, je ne regrette pas d'être venu. Merci à vous.